Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau conversation de recherche organisée par l'AFD. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer un programme de recherche lié à la Tunisie. Avant de débuter avec la présentation du projet, je vais vous parler rapidement des programmes GEM. Donc, je suis Antoine Gaudin, je suis en charge de la modélisation macroéconomique à l'AFD et donc des programmes GEM et Estime. Donc l'AFD a élaboré des outils de modélisation quantitative afin d'étudier la dimension macroéconomique des transitions écologiques dans les pays du Sud de manière générale, qui ont pour objectif de comprendre les risques financiers et monétaires liés aux effets du changement climatique, aux bouleversements écologiques ou aux politiques de transition. Ces modèles, ces programmes ont pour objectif d'éclairer la décision politique et de comprendre comment ces trajectoires peuvent amener à des équilibres systémiques et environnementaux. Pour l'instant, l'AFD a développé deux types de modèles qui s'appellent Estime et GEM. GEM vous sera présenté aujourd'hui dans le cadre de la Tunisie. Ces outils sont déployés actuellement dans 9 pays avec plus de 20 partenaires institutionnels et académiques. Les programmes de recherche afférents sont co-construits avec nos partenaires et donc vous verrez aujourd'hui justement nos partenaires de l'ITSEC qui présentera le modèle, tant dans l'élaboration et donc la calibration du modèle que dans la construction et l'analyse des scénarios de transition. Ils mettent en exergue l'importance des recherches pluridisciplinaires au service du dialogue de politique publique. Et donc chaque projet GEM et Estime a pour objectif de déboucher sur une meilleure compréhension des interactions entre la sphère économique et les sphères agricologiques, énergétiques, climatologiques, biodiversité, selon les différents effets de politique publique qui peuvent être implémentés. Les projets sont donc développés dans 9 pays différents, comme je le disais. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet GEM Tunisie, qui a pour objectif de comprendre les effets du dérèglement climatique sur l'agriculture en Tunisie et partant sur la dynamique macroéconomique de la Tunisie. Il évalue également les avantages des politiques d'adaptation visant à atténuer les effets du changement climatique. Je vais laisser mes collègues vous présenter ce projet. J'ai l'honneur justement de vous présenter deux des chercheurs qui ont travaillé sur ce projet. Donc Sausen Ben Nasser, qui est une économiste principale à l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives, l'ITSEC, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en statistique et analyse de l'information des écoles supérieures de la statistique et de l'analyse de l'information à Tunis. Elle occupe actuellement la fonction de sous-directeur de la direction centrale de la modélisation et de synthèse au sein de l'ITSEC, et elle a réalisé de nombreux travaux de recherche touchant plusieurs thématiques telles que les perspectives de croissance, la démographie, les projections de la population active ou le NAIRO. Elle a été en chef de file de projets de modélisation, donc de modèles DSGE, en collaboration avec la Banque africaine de développement, et elle a participé au projet Mediterranean Prospects en collaboration avec Prospective Analysis for the Mediterranean Region, MEDPRO. Et puis Devrim Yilmaz, qui est économiste senior au sein de l'équipe GEM à l'AFD. Avant de rejoindre l'AFD, il était professeur d'économie aux universités de York, Manchester et Kingston au Royaume-Uni. Ses premières recherches portaient plutôt sur les modèles de croissance endogène. Actuellement, il travaille sur les questions de modélisation des économies en développement émergentes dans le contexte du changement climatique. Il dirige le projet GEM en Tunisie, au Mexique. Il participe au projet colombien, en Inde aussi. Donc il est très occupé sur les différents sujets de transition bas carbone. Je vais donc laisser les deux chercheurs nous présenter le programme de recherche et peut-être mettre les slides pour qu'on puisse commencer. Bon séminaire à tous. Merci Antoine pour ces mots introductifs. Aujourd'hui, on va présenter les travaux de modélisation GEMS, présentés par moi-même, Sausen Ben Nasser et M. Sakir Devrim Yilmaz. Ce projet, il a été dans le cadre d'un mémorandum de dialogue stratégique sur les politiques de développement économique et social qui a été signé entre le ministère de l'économie et de la planification et l'Agence française de développement. GEMS représente le deuxième axe de ce mémorandum de recherche relatif à la transition écologique et énergétique, réalisé en collaboration avec l'Institut tunisien de la compétitivité des études quantitatives. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ITSEC, c'est un think tank public sous tutelle du ministère de la planification, de l'économie et de la planification, qui réalise des études économiques et des études sociales. Aussi, elle mène une enquête sur le climat des affaires et la compétitivité annuellement.
Donc, le groupe de travail est composé de monsieur, le docteur Sakif Devrim Yilmaz, qui est le chef de projet au sein de l'AFD, moi-même, docteur Aïssam Daghari, c'est un postdoctorant qui a été recruté pour le projet, docteur Nihat Ben Khalifa et docteur Arkeli Asmant de l'AFD. Donc, l'objectif du projet, c'est d'évaluer les impacts socio-économiques du changement climatique sur le secteur agricole et l'économie tunisienne, et d'une manière générale de doter le gouvernement tunisien d'un outil d'aide à la décision en matière de politique économique, notamment les politiques d'adaptation du secteur agricole face aux impacts négatifs du changement climatique. Donc, le projet vise à répondre aux questions suivantes. Quel sera l'impact du changement climatique sur le rendement des cultures? Quels sont les scénarios envisageables pour la production agricole en Tunisie? Quelles seront les retombées économiques avec la politique actuelle, donc le coût de l'inaction? Quels sont les coûts et les bénéfices des politiques d'adaptation sur le secteur agricole et l'économie tunisienne d'une manière générale à l'horizon 2050? Et quels sont les types de financement pour la mise en place de ces politiques d'adaptation? Ici, on a simulé 3 types de financement. La première, donc l'investissement fait partie des dépenses publiques. La deuxième, sous forme de prêts concessionnels. Et la troisième simulation, donc le financement des politiques d'adaptation sera par les fonds climat. Donc, nous commençons par un diagnostic de l'économie tunisienne. Ce tableau dresse les tendances macroéconomiques majeures au cours des 2 dernières décennies. Donc, outre les défis liés au changement climatique, la Tunisie devrait faire face à d'autres défis d'ordre économique et social majeurs. L'aggravation de plus en plus lourde des déficits jumeaux, le ralentissement de la croissance économique, la dépréciation du dinar tunisien, la persistance des niveaux élevés de chômage et d'inflation marquaient la situation économique durant la dernière décennie. Donc, ces fragilités qui ont marqué la situation économique sont susceptibles de limiter la capacité de la Tunisie en termes d'adaptation et d'empirer sa vulnérabilité économique au changement climatique à moyen et long terme. Donc, comme le tableau le montre, suite à l'instabilité politique et sociale après la révolution de 2011, qui ont induit un climat des affaires défavorable pour l'investissement et qui a entravé la croissance économique, on a eu une baisse de la croissance économique d'une moyenne de 4,6 entre 2001 et 2010 à une moyenne de 1,6% entre 2011 et 2019. Donc, ce ralentissement de la croissance a été aussi combiné à une dégradation des grandeurs macroéconomiques globales de la Tunisie, entre autres la balance commerciale, la balance courante, aussi la dette extérieure qui a grimpé, la dette publique, le déficit budgétaire de plus en plus approfondi. Et on va présenter par la suite juste donc les tendances macroéconomiques en termes de la balance, surtout pour la balance commerciale et la balance courante. Donc, sur le plan aussi social, donc il y en a des défis aussi sociaux, la persistance du taux de chômage, qui a dépassé 15%, il a atteint aussi 18% en 2020, l'inflation de l'ordre de 5%. Aussi, on a marqué un phénomène d'exode rural, donc la population en milieu rural, elle est en train de baisser avec un taux d'accroissement annuel moyen de moins 0,1% en 2020, moins 0,2% en 2021. Donc, passons à la balance donc commerciale et la balance courante. Donc, la Tunisie avait connu un déséquilibre de la balance commerciale et de la balance courante qui ont atteint un pic en 2018.
Donc, la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale a atteint plus que moins 15% en 2018. S'agissant de la balance commerciale, la balance courante, pardon, elle a dépassé moins 12% en 2018. Donc, la détérioration de la balance courante, elle a augmenté la pression et la demande des réserves de change. En contrepartie, on a eu une diminution de l'offre en devises, principalement imputée par le secteur du tourisme dont l'activité a diminué. Du coup, on a eu une dépréciation des principaux du dinar tunisien contre le dollar et l'euro. Donc, la baisse de la croissance économique a induit aussi une baisse des recettes fiscales de l'État contre une hausse des dépenses publiques suite à la hausse de la masse salariale et la hausse des subventions énergétiques et alimentaires suite à la hausse des prix internationaux des produits énergétiques et des denrées alimentaires. Donc, sur le plan climatique, donc les projections climatiques de la Tunisie prévoient une hausse de la température entre 1 et 1,8 degrés Celsius jusqu'à 2050 selon le scénario RCP 4.5. Et à l'horizon 2100, cette hausse sera de 2 à 3 degrés Celsius jusqu'à 2100. Selon le scénario RCP 8.5, la hausse de la température elle sera plus élevée, soit entre 2 et 2,3% et 2,3 degrés Celsius jusqu'à 2050. Cette hausse pourrait atteindre 4,1 degrés Celsius à 5,2 degrés Celsius jusqu'à 2100. Quant aux précipitations, les projections climatiques prévoient une diminution des précipitations entre 5 et 10% jusqu'à 2050, selon le scénario RCP 4.5, et entre 5 et 20% jusqu'à 2100. Selon le scénario RCP 8.5 et le scénario le plus pessimiste selon l'Institut national de la météorologie, on aura une baisse entre 1 et 14% jusqu'à 2050. Cette baisse sera entre 18 et 28% jusqu'à 2100. Donc, les impacts du changement climatique suite à la hausse de la température et la baisse des précipitations vont impacter les rendements des cultures et les superficies aussi favorables à ces cultures, pour la culture pour James, les scénarios sur les projections de la production agricole ont été introduites par le biais de deux sources de projection. Le premier, c'est le projet Adaptation. Et le deuxième, ce sont les projections de la FAO qui ont utilisé un modèle de culture qui s'appelle Global Agroecological Zones. Ces modèles ont été utilisés pour les cultures de céréales, le blé dur, le blé tendre et l'orge, les olives, le secteur de la pêche, aussi les dattes, les agrumes, les tomates, les pommes de terre, la production animale bovine, ovine et caprine, et les autres céréales et fruits pour avoir à la fin une projection de toute la production agricole à l'horizon 2050. Donc, quels sont les principaux risques climatiques qui vont affecter la production agricole en Tunisie? En fait, la hausse des sécheresses va entraîner une réduction de la superficie des terres cultivables ainsi que de leur rendement,
causée par la perte de la fertilité et de l'humidité des sols et le phénomène de désertification. Les terres les plus touchées dans le cas de la Tunisie sont situées dans les zones pérennes, sujettes aux sécheresses comme les régions arides situées au sud ou aux inondations qui sont situées au nord humide. En outre, l'élévation du niveau de la mer engendra une perte de ressources des nappes côtières de près de 50% à cause de la hausse de la salinisation due à l'intrusion marine. Ainsi, les terres agricoles, selon les experts, qui sont situées dans les zones côtières, vont diminuer de 38 000 hectares d'ici 2050. Pour les ressources en eau, je vous rappelle que la Tunisie elle est classée parmi les pays, les 30 pays les plus, qui connaissent un phénomène de stress hydrique. Donc, les ressources en eau pour la Tunisie vont diminuer de 30% selon la stratégie eau 2050, soit 40% pour les eaux souterraines avec une baisse de 39% dans les nappes phréatiques et 24% pour les nappes profondes. Quant aux eaux de surface, leur volume se réduirait de 32%. Donc, suite à ces impacts physiques sur les ressources naturelles, que ce soit le sol ou les ressources en eau. Les projections de la production agricole va diminuer selon les deux scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. La diminution sera d'un ordre de moins 0,2% par an pour le premier scénario et moins 0,6% par an pour le scénario RCP 8.5. Passons maintenant au modèle GEMS Tunisie. GEMS, c'est pour General Monetary Macrodynamics for the Ecological Shift. GEMS, c'est une version modifiée du modèle prototype de Yilmaz Godin de 2020 pour les pays en voie de développement, adapté et calibré aux spécificités de l'économie tunisienne. Il y en a d'autres applications du modèle GEMS, comme M. Antoine a souligné, pour le Maroc, le Mexique, la Colombie, la Turquie et l'Inde. Le modèle représente un système dynamique en temps continu pour une petite économie ouverte et compte plus de 220 équations avec un système d'équations différentielles à 81 dimensions. Le modèle il est basé sur un cadre comptable stock flux cohérent qui consiste à deux matrices, la matrice des transactions flux, la TFN, et la matrice des bilans. Le modèle aussi il est caractérisé par un déséquilibre continu sur les marchés, que ce soit le marché de biens et services, le marché d'emploi, le marché d'échange, qui conduit à des ajustements prix-quantité. Donc, ce tableau est la TFN construite pour la Tunisie. Donc, la TFN, elle comprend deux principaux éléments. La première partie correspond aux ressources et emplois par agent institutionnel. Ici, nous avons 8 agents institutionnels, donc il y en a 3 secteurs productifs dans le modèle, qui est le secteur agricole, le secteur des industries agroalimentaires et les autres secteurs. Donc, on a les ménages, les banques, la banque centrale, le gouvernement et le reste du monde. La deuxième partie de la matrice correspond aux flux financiers qui permettent de financer la capacité ou de financer les besoins de financement qui correspondent à la capacité ou bien le besoin de financement de différents agents économiques. Et aussi, on a un compte capital qui correspond à l'accumulation de capital physique.
Pour la structure de GEMS, donc, on a ici ce graphique représente les différentes transactions réelles et les flux financiers qui circulent dans l'économie. Les blocs qui sont en jaune correspondent aux variables exogènes du modèle. Ici, on a la production agricole. Elle a été prise d'une manière exogène. Tout ce qui est la croissance mondiale, l'inflation donc des produits agricoles et l'inflation des produits non alimentaires et non alimentaires, donc elles ont été prises d'une manière exogène, et aussi la productivité domestique et la productivité internationale. Donc, nous avons construit un modèle macroéconomique avec 3 secteurs productifs explicitement modélisés, qui sont l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et le secteur des sociétés non financières, qui produit tous les autres biens et services non alimentaires. Les secteurs productifs utilisent des intrants des 3 secteurs pour la consommation intermédiaire. Ils emploient les ménages et utilisent le stock de capital pour produire. Pour l'industrie agroalimentaire et les SNF, l'investissement dépend du taux de profit. La décision de production dépend de la demande excédentaire et d'une tendance qui suit l'accumulation de capital pour les SNF. La même chose pour le secteur des industries agroalimentaires, mais la tendance va dépendre du taux de croissance de la population. Pour les importations des biens non agricoles en termes réels, ils dépendent des différentes propensions à importer et qui varient dans le temps à partir des niveaux réels de la consommation intermédiaire et de l'investissement. Les propensions à importer s'ajustent à des propensions donc à importer cibles, qui sont des fonctions négatives du taux de change réel, des taxes à l'importation en fonction du type de biens importés et de l'élasticité de la productivité relative de la Tunisie par rapport à ses partenaires commerciaux. Pour l'industrie agroalimentaire et les autres SNF, une partie des bénéfices est conservée pour financer l'investissement. Le reste du financement de l'investissement est assuré par les emprunts auprès du secteur bancaire, soit en monnaie nationale, soit en devise. Concernant le secteur agricole, l'investissement suit la production en fonction d'un coefficient de capital fixe qui représente le rapport entre le volume de capital et la production. Les profits du secteur agricole sont entièrement distribués aux ménages en tant que revenu mixte. Le gouvernement perçoit les impôts sur le revenu et les impôts sur les produits tels que les taxes à l'importation, la TVA et les autres types de taxes. Il emploie des travailleurs pour fournir des biens publics. Aussi, l'État investit. Donc, on a introduit l'investissement public. Et il utilise la consommation intermédiaire des différents secteurs pour la production des biens et services publics. En plus, il paye les transferts sociaux et les cotisations sociales pour les ménages. Le gouvernement subventionne également les produits agricoles pour maintenir leur prix à la consommation à un niveau bas. Donc, pour le financement du déficit du gouvernement va être via des obligations en monnaie nationale ou bien sous forme de crédit extérieur. Pour le gouvernement, le montant emprunté en devises étrangères est une fraction du déficit commercial afin de s'assurer que le gouvernement fournit le besoin de devises étrangères nécessaires pour financer les importations. Dans les simulations qui suivent, donc, nous supposons que les emprunts publics en devises ne sont pas rationnés par le reste du monde, mais le taux d'intérêt sur les emprunts publics en devises dépend du risque pays. Ce risque, il est déterminé en fonction de la dette totale en devises du pays par rapport au PIB.
Nous incorporons dans le modèle aussi la Banque centrale qui fixe le taux directeur selon une règle de Taylor purement inflationniste. Donc, la règle de Taylor n'est pas augmentée, elle n'introduit pas le taux de change. Dans les simulations, la Banque centrale n'intervient pas sur les marchés de change et laisse la monnaie flotter. Pour les banques, elles rémunèrent les dépôts des ménages et des entreprises et les intérêts sur ces dépôts sont fixés en fonction du taux directeur fixé par la Banque centrale. Les banques détiennent toutes les obligations de l'État en monnaie nationale. Afin de prêter aux entreprises nationales en devise, les banques empruntent à l'étranger, donc en devise. La quantité et le taux d'intérêt de ces emprunts dépendent du risque pays. Lorsque le risque pays augmente, les banques sont confrontées à un rationnement plus élevé de la part du reste du monde et les prêts en devise aux SNF donc, sont soumis à une contrainte d'offre de crédit. Les ménages travaillent, donc il y a 3 types d'emplois par secteur dans le modèle. Donc, pour les 3 secteurs productifs, agriculture, industrie agroalimentaire et autres secteurs. Et aussi, donc il y en a l'emploi public. Ils reçoivent des revenus donc, salariaux et tous les revenus mixtes du secteur agricole sur lesquels ils payent les impôts sur le revenu. Donc, les ménages reçoivent aussi les intérêts sur les dépôts d'épargne, les dividendes des entreprises et des banques. Ils reçoivent les transferts sociaux du gouvernement et ils payent des intérêts sur les prêts aux banques. Ils reçoivent également des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger. Donc, concernant la consommation des ménages, donc, ils consomment 3 types de produits provenant des 3 secteurs productifs considérés dans le modèle et ne conservent leur épargne que sous forme de dépôt en monnaie nationale. Donc, la décision de consommation des biens agricoles, agro-industriels et autres suit une fonction de système linéaire des dépenses, Linear Expenditure System, avec une consommation minimale nécessaire dans les 3 secteurs et une consommation variable qui dépend des prix relatifs des produits domestiques et produits importés. Nous imposons que la part du revenu consacré à l'alimentation diminue lorsque le revenu augmente, conformément à la loi d'Angèle. Donc, l'adaptation du modèle GEMS aux spécificités de l'économie tunisienne, donc, il a été fait en 2 étapes. La première étape était la construction des 2 matrices qui forment le cadre comptable du modèle. Et la deuxième étape, c'est la calibration des paramètres. Ici, on a utilisé donc, dans le modèle GEMS Tunisie l'algorithme qui s'appelle CMAES. C'est un acronyme, donc c'est Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategies. C'est une méthode, c'est un algorithme numérique, stochastique, qui est très utilisé dans la résolution des systèmes différentiels en temps continu. Donc ici, on a le bloc de la production. La méthode utilisée nous a permis de reproduire la série observée pour les prix des produits agroalimentaires, la production, la production et la variation du stock. Comme le montre le graphique, la méthode elle a permis de réduire la distance entre la série observée et la série simulée. Et on a donc la distance minimale qui est comprise entre moins 5 et 5% pour toutes les variables. On a eu la calibration, elle a été bien, les paramètres calibrés
nous a permis de bien reproduire les séries observées. On a eu une bonne calibration des paramètres. Pour le deuxième bloc, c'est le même bloc de production, mais pour les SNF, donc le secteur qui produit des biens et services non alimentaires, et aussi, comme le montre le graphique, donc la calibration, elle a été, donc l'erreur ici, elle est minimale, elle ne dépasse pas 5%. Donc de la distance entre la série observée et la série simulée. Donc, je cède la parole à M. Devrim pour vous présenter les différentes simulations du modèle. Bonjour, merci Sarsan. Bonjour, je suis Devrim Yılmaz et je vais présenter les résultats de nos simulations. Mes excuses avant de commencer, mon français n'est pas très bien, mais je vais essayer d'être clair. Et avant de présenter les résultats de nos simulations, je veux dire que pour effectuer les simulations sur le scénario, on doit faire des hypothèses sur les variables exogènes du modèle. Et la plupart de ces variables sont liées aux performances de l'économie mondiale au cours de la période 2020-50. C'est comme le taux de croissance de partenaires commerciaux de la Tunisie, l'inflation des produits importés, l'état de l'échange, la population, etc. Et nous considérons 3 scénarios dans notre étude. Dans le premier scénario, c'est le tendanciel ici. Il n'y a pas de changement climatique et la production agricole augmente comme nous l'avons montré dans les diapositives précédentes. On suppose que dans ce scénario, l'inflation de tous les prix à l'importation est de 3%. Et ça correspond à l'inflation moyenne mondiale dans les 2 dernières décennies. Nous supposons également que l'économie mondiale croît à 3% et que la productivité du travail tunisien et la productivité du travail mondial croissent toutes à 1,25%. Et donc, il n'y a pas de rattrapage par la Tunisie ou de retard par rapport au mondial. Et notre scénario modéré, qui est le scénario variant 1, nous supposons que la production agricole diminue conformément au RCP 8.5 et que l'inflation des importations agricoles et non agricoles reste à 3%, comme le scénario tendanciel, le scénario référence. Comme dans le premier scénario, l'économie mondiale croît à 3% et les taux de croissance de la productivité du travail sont de 1,1%. Dans notre mauvais scénario, c'est la troisième, c'est variante 2. La production agricole diminue conformément au RCP 8.5, mais on suppose que les prix des alimentaires augmentent plus rapidement que les prix des importations non alimentaires, et donc fixe ce taux d'inflation à 1% annuel. Le reste des variables exogènes reste identique au scénario précédent. Et dans toutes les simulations, on suppose que le temps reste constant et que les prix des exportations tunisiennes augmentent toujours au même rythme que les prix des importations dans tous les secteurs. On a fait ces hypothèses parce qu'on est seulement intéressé aux effets du changement climatique. Et c'est notre résultat. Et dans les graphiques suivants, il y a 3 lignes. La ligne noire montre notre scénario de référence sans changement climatique. La ligne bleue montre le scénario modéré et la ligne rouge montre le mauvais scénario. Et je commence par la dynamique de l'inflation et du chômage. Dans notre scénario de référence, le chômage se stabilise à environ 16%. C'est
valeur initiale. Et dans le scénario modéré, le chômage augmente à 10%. Dans le mauvais scénario, le chômage atteint 20% d'ici 2050. C'est principalement en raison d'un chômage rural élevé. Ouais. Après, je vais montrer la dynamique du taux de croissance de l'économie, dynamique de commerce. Dans notre scénario de base, l'économie se stabilise en taux de croissance annuelle environ 2,3%. Mais cependant, le taux de croissance tombe à environ 1,8% dans notre mauvais scénario. Ça provoque la tendance à la hausse du chômage que nous avons vu précédemment. Alors que le déficit commercial et le déficit du compte courant se stabilisent dans notre scénario de base et notre scénario modéré, dans le mauvais scénario, ces deux variables continuent d'augmenter en attente presque 14% commercial et 12% pour le déficit du compte courant. Et de même, en raison de taux d'intérêt élevés sur les emprunts en devises, le compte de revenus se détériore de manière significative et dans le mauvais scénario, elle dépasse 5,5%. Et en raison de l'augmentation du déficit de la balance courante, les réserves de change diminuent considérablement dans le mauvais scénario. Et je voudrais, vous pouvez le voir à la gauche, je voudrais vous rappeler une fois de plus que nous avons supposé que la Banque centrale n'intervenait pas sur les marchés d'échange dans nos simulations. Et donc, une dépréciation réelle de la monnaie par une intervention peut empêcher la baisse des réserves de change, mais c'est au prix d'une inflation plus élevée. Et en fait, c'est un choix typique pour les économies en développement avec les déficits commerciaux élevés, soit une dépréciation de la monnaie pour augmenter les réserves de change qui provoque une inflation plus élevée, soit une monnaie nationale relativement forte qui provoque des déficits commerciaux élevés et les bases de réserves de change. Mais comme on peut le voir ici, l'impact du changement climatique est le plus problématique pour le secteur public. Dans le mauvais scénario, le déficit public augmente considérablement et atteint 14%. C'est à gauche, à-dessous. Et ça veut dire que le dette publique extérieure atteint 90% et le ratio de la dette publique totale au PIB atteint plus de 160% d'ici 2050. C'est pas sur ce diapositive, c'est là. Je vais le montrer un moment. L'intérêt sur les obligations publics qui dépendent du ratio dette PIB dépasse 11% dans le mauvais scénario d'ici 2050. Et enfin, les importations des produits alimentaires en pourcentage du PIB atteint 12% dans le mauvais scénario. Et en raison de l'augmentation de la dette publique et de la base des réserves de change, le risque pays double également d'ici 2050 et le PIB par habitant chute de plus de 12% par rapport au scénario de référence. C'est nos simulations sans et après on a fait une nouvelle simulation, on a considéré les politiques d'adaptation du gouvernement de la Tunisie. Nous simulons ensuite une politique d'adaptation à long terme qui est dans le cadre de la stratégie O 2050. Les hypothèses retenues ici sont de maintenir une croissance annuelle moyenne de la production agricole à 1% par an.
et le coût des investissements hydrauliques nécessaires pour atteindre cet objectif a été estimé à 20,6% du PIB par an. Et on suppose que le financement de la politique envisagée fait partie des dépenses publiques. Mais on peut vous montrer deux types de simulations parce qu'on a deux variantes de financement des investissements hydrauliques. Dans le premier scénario, le financement des investissements hydrauliques est fait par des prêts en devises à faible taux d'intérêt par des institutions internationales, des banques de développement ou les systèmes financiers internationaux via des obligations vertes. C'est le premier scénario. Et dans notre deuxième scénario, on suppose que 50% de l'adaptation nécessaire est financée sous forme de fonds climatiques libellés en tant que transfert. C'est ce qui était discuté par COP 27. Dans ces graphiques, la ligne noire montre le scénario de référence et la ligne rouge montre le mauvais scénario de RCP 8.5, c'est comme précédemment. Et donc, on ne montre pas notre scénario modéré ici. On a deux nouvelles lignes sur les graphiques. La ligne orange montre le scénario où l'investissement public est entièrement financé par des prêts concessionnels. Et la ligne verte montre le scénario où il est partiellement financé par des transferts climatiques. Avant de présenter les résultats de ces simulations, je veux dire que nous avons supposé que l'investissement d'adaptation a une propension à l'importation de 60%. Les 40% restants de cet investissement sont satisfaits par les productions nationales. Par conséquent, l'investissement d'adaptation a un effet multiplicateur sur l'économie parce qu'il crée une demande supplémentaire. Et notre modèle est un modèle axé sur la demande. Et donc, cette demande supplémentaire causée par l'investissement d'adaptation entraîne une augmentation de la production et de l'emploi. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, l'investissement d'adaptation réduit le taux de chômage même en dessous du scénario de référence en raison de cet effet de demande supplémentaire. L'inflation générale, c'est CPI, l'inflation des prix alimentaires et l'inflation des produits agro-industriels baissent toutes par rapport au mauvais scénario. Et cette base de l'inflation est plus importante dans le scénario des fonds climatiques. Et on pouvait s'y attendre. Ce résultat est partiellement dû à une dépréciation nominale du dinar tunisien plus faible avec les transferts climatiques qu'avec les prêts concessionnels. Et après, dans les deux régimes de financement, le taux de croissance réelle dépasse le scénario de base en raison de l'effet de demande additionnelle des investissements d'adaptation. La dynamique insoutenable des déficits du commerce et du compte courant dans le mauvais scénario est inversée avec la politique d'adaptation. Ces déficits se stabilisent à long terme, légèrement au-dessus du scénario de référence. La dépréciation du dinar est plus élevée avec les prêts concessionnels, comme je viens de le mentionner. Et donc, le déficit commercial est légèrement mieux que le scénario avec les transferts climatiques. Mais comme on pouvait s'y attendre, le compte de réforme mieux avec les fonds climatiques. C'est parce que le pays doit payer moins d'intérêt sur la dette extérieure dans ce cas. Et par conséquent, le compte courant est plus performant à long terme avec les transferts climatiques aussi.
Dans les deux régimes de financement, la politique d'adaptation inverse la dynamique insoutenable des réserves de change à long terme et stabilise le ratio réserve de change au PIB. Sans surprise, le ratio est plus performant avec les transferts climatiques. Et sur la dynamique de dette de la dette publique et de taux d'intérêt, la politique d'adaptation a des effets positifs sur le déficit public et le taux d'intérêt des obligations en monnaie nationale de le régime de financement. Mais cependant, lorsque la politique d'adaptation est financée uniquement par des prêts concessionnels, le taux d'intérêt sur les obligations en devises est beaucoup plus élevé. C'est même que le mauvais scénario. C'est parce que l'augmentation de la dette en devises du pays augmente le risque de payer et pousse le taux d'intérêt à la hausse. Et en conséquence, le ratio de la dette publique au PIB reste toujours supérieur au mauvais scénario et en haut de comme le mauvais scénario, c'est là à la gauche. Et enfin, avec les deux régimes de financement, les importations alimentaires en pourcentage du PIB tombent au niveau du scénario de référence. Et c'est en raison de l'augmentation de la production agricole avec les politiques d'adaptation et l'augmentation du PIB. Et avec les deux scénarios, le PIB par habitant est plus élevé que le scénario de référence, mais le scénario de transfert climatique assure un PIB par habitant plus élevé que les prêts concessionnels. Et enfin, pour des conclusions, on a montré que l'impact du changement climatique sur l'agriculture tunisienne a des répercussions négatives importantes sur l'économie, notamment sur l'inflation alimentaire, le chômage, la balance courante, la soutenabilité publique. Et ces impacts seront amplifiés si les dommages climatiques entraînent une baisse de la croissance économique mondiale et une hausse des prix alimentaires à l'échelle mondiale. Les politiques d'adaptation qui visent à éliminer l'impact climatique négatif sur les productions agricoles sont coûteuses et même avec des prêts en devises concessionnelles à faible coût. Les fonds de climat permettent notamment d'alléger la pression sur les soldes publics et de réduire le risque payé. Mais on veut dire que de nouvelles politiques qui visent à augmenter la productivité de la production agricole et augmenter la productivité de l'économie en général sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire et pour éviter une crise de la balance de paiement à long terme. Et c'est tout. Merci beaucoup. On attend vos questions. Merci beaucoup, Devrim Sosen. On a déjà quelques questions. N'hésitez pas, pour les participants, à continuer à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet de questions. Je regarde les deux. Je vais essayer de retransmettre les questions qu'on a obtenues au fur et à mesure. Alors, il y a des questions qui sont plutôt liées à l'eau. Donc, il y a des questions liées à est-ce que vous avez des projections d'augmentation prévues du taux de salinité des nappes en plus de la baisse de disponibilité? Donc, est-ce qu'il y a des questions autour des prélèvements dans les eaux souterraines et donc la salinisation de ces nappes-là? Et puis une deuxième question qui est liée aux hypothèses très fragiles de haut 2050 pour réfléchir à l'adaptation. Donc, le participant indique que le recours aux eaux usées traitées ne peut en aucun cas combler le déficit hydrique national. Par ailleurs, la politique de l'eau doit être soumise à la politique agricole et non l'inverse. Donc, est-ce que vous avez éventuellement travaillé sur un changement des pratiques agricoles? Et là, il y a une série d'autres questions qui émergent. Est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que je vous les lis toutes ou est-ce que vous voulez répondre déjà sur les questions de l'eau et puis après on passera aux pratiques agricoles?
D'accord, on commence à répondre aux questions, si vous voulez. Donc, pour les projections sur la salinité, en fait, pour le modèle GEMS, les projections sur les rendements des cultures ou bien sur les superficies cultivées émanent des projections du projet adaptation et des projections de la FAO. Et pour ces deux projections, par exemple, le projet adaptation, ils ont utilisé les variables climatiques relatives à l'évolution de la température et des précipitations sont principalement les deux variables qui ont été considérées. Pour les projections de la FAO, ils ont utilisé un crop model. Ce type de modèle il prend en considération le niveau de salinité, mais concernant les hypothèses retenues dans leur projection, vraiment, on n'a pas eu accès à ce genre d'hypothèses. Juste pour GEMS, on les a utilisés en tant qu'input pour le modèle. Voilà. Pour la deuxième question concernant les politiques d'adaptation, donc ici pour le modèle GEMS, ce qu'on a besoin, ce sont deux choses en fait. C'est le coût de la politique d'adaptation et leur impact sur la production agricole. Et la seule stratégie qu'on a, qui a intégré ces deux variables, c'est la stratégie au 2050 qui a vraiment déterminé quel est le coût de l'investissement nécessaire pour que la production agricole en Tunisie croît à un taux annuel de croissance moyenne de 1% jusqu'à 2050. Il y en a d'autres scénarios envisagés dans le cadre de cette politique. Et aussi, elle a déterminé le bilan hydrique à l'horizon 2050 sous l'effet du changement climatique avec les deux scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. Et ainsi, donc, on a les deux variables nécessaires pour faire les simulations dans le modèle GEMS. J'espère que j'ai bien répondu à la question. J'espère. En tout cas, c'était relativement complet. D'autres questions là sont plutôt liées aux pratiques agricoles. Donc, des questions qui sont liées, par exemple, au fait que une grande majorité d'exploitations agricoles ont une superficie inférieure à 10 hectares, qui investissent peu ou pas. Est-ce que vous avez considéré le fait que ces petites exploitations donc, ont peu d'investissement et éventuellement ont peu d'accès au crédit? Et donc, voilà, comment qu'on distingue entre les deux. Et puis des questions qui sont liées au changement de pratique agricole aussi. Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer, au-delà des questions d'augmentation des ressources hydriques, avoir des questions de changement de pratique agricole, changement de pratique de conservation du sol, changement de variétés qui sont utilisées dans la production agricole, donc notamment aussi des espèces de variétés moins consommatrices en eau et résistantes à la salinité. Est-ce que vous avez envisagé l'impact de l'agriculture de précision sur la macroéconomie tunisienne? Et puis, on va déjà faire ces trois-là, puis on continuera avec d'autres questions. D'accord. C'est une bonne question, mais pour GEMS, ce que nous avons simulé, ce sont justement les investissements publics. On n'a pas simulé donc des politiques qui concernent l'investissement privé. Et pour ce genre de politique agricole, et je pense qu'il faudrait avoir un modèle crop. C'est un modèle de culture, c'est-à-dire parce que c'est là où il y a l'interaction entre les variables liées au sol, la salinité, la qualité du sol, l'eau, voilà, toutes les variables qui déterminent la croissance des plantes sont introduites dans ce type de modèle. Donc, vu qu'on est dans le cadre d'un modèle macroéconomique,
Vraiment, c'est une contrainte. Mais j'espère que pour la Tunisie, parce que ça demande vraiment un investissement énorme pour avoir ce type de modèle, parce que ça demande des études expérimentales, parce que les inputs nécessaires pour ce type de modélisation, ça nécessite, par exemple, savoir les caractéristiques du sol, l'atmosphère, ainsi de suite. Je ne suis pas experte, mais ça, c'est probablement ça. On ne peut pas faire de telles simulations. On veut le faire parce que c'est très important, les pratiques agricoles en termes de rotation, ou bien d'autres variétés, par exemple. Pour la Tunisie, maintenant, il y a beaucoup de recherches concernant les variétés qui sont les plus résistantes au changement climatique. Et qui peuvent donc résister à l'âge de la température et donner plus de rendement dans les différentes régions. Merci. Je continue toujours sur les questions des pratiques agricoles et de l'investissement. Donc, une question sur est-ce que vous avez envisagé d'autres investissements? Donc là, pour l'instant, si on a bien compris, c'est uniquement les investissements qui sont liés aux ressources en eau, donc la désalinisation. Il n'y a pas eu de... non, le dessalement, pardon. Pas de questions liées à d'autres investissements publics ou privés dans l'agriculture. Et donc ça, c'est une question, est-ce que vous avez envisagé ou pas? Et puis des questions, est-ce que vous avez envisagé les scénarios où il y a des changements de consommation intermédiaire au niveau agricole, par exemple des différents types d'engrais? Et puis alors la troisième et une autre question qui est, est-ce que vous avez envisagé des changements des surfaces par culture? Donc est-ce que vous avez changé un assolement différent, ou est-ce que pour l'instant vous connaissez une voilà. Et est-ce que vous avez envisagé des changements de culture? Mais ça, vous avez déjà répondu. Pour l'instant, les cultures n'ont pas évolué. Voilà, ces trois questions-là. Alors, je vais commencer par la dernière question concernant les projections des surfaces. Donc, pour les projections FAO, l'hypothèse retenue est que la superficie elle est constante au cours du temps. Pour le projet adaptation, ils ont projeté la superficie agricole même au niveau des gouvernorats en Tunisie pour les différentes cultures donc, qui ont été projetées, qui ont été considérées dans le projet adaptation, qui sont les céréales, les olives, et aussi on a... Donc, pour la pêche, juste, c'est une production potentielle pour la pêche, mais le blé dur, le blé tendre, l'orge et les olives. Donc, pour ces 4 cultures, donc, ils ont projeté la superficie favorable pour ces cultures selon les différentes conditions climatiques futures au niveau même des gouvernorats en Tunisie. Si vous me rappelez l'autre question. Oui, l'autre question, c'était est-ce que vous avez envisagé des variations en termes de consommation intermédiaire de l'agriculture, pardon. Et l'autre qui est-ce que vous avez envisagé d'autres types d'investissements que ceux, donc plutôt des investissements publics ou privés, mais au niveau agricole et pas au niveau ressources en eau? Non, pour le moment, le seul scénario envisagé en termes d'adaptation, ce sont des scénarios liés aux ressources en eau, parce que on s'est basé sur la stratégie eau 2050 et actuellement le ministère de l'Agriculture est en train de préparer une stratégie nationale d'adaptation du secteur agricole. Donc dès que cette stratégie donc soit prête, nous allons bien sûr donc intégrer d'autres types de politiques d'adaptation et faire d'autres simulations. Je pense que c'est très important de voir, parce que nous avons besoin vraiment d'une stratégie intégrée qui intègre le sol, les ressources en eau, les politiques agricoles, et non pas seulement les ressources, donc des investissements hydrauliques qui sont coûteuses. Et ça peut vraiment résoudre le problème, une partie du problème, mais ce n'est pas suffisant.
Merci. Alors, maintenant des questions qui sont plutôt liées au changement climatique. Donc, un participant qui notait que les changements climatiques, en fait, ont l'air de se produire à un rythme plus accéléré que ce qui était prévu. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser d'autres scénarios RCP ou pardon, éventuellement de les mettre à jour suite à l'évolution de changement climatique? Et est-ce que vous calculez le coût de l'inaction climatique? Donc là, vous avez calculé le coût de l'action. Est-ce qu'on doit uniquement lire en miroir le coût de l'inaction ou est-ce qu'éventuellement il y a d'autres choses que vous avez pu quantifier? En fait, le coût d'une action, ça correspond au scénario déjà présenté par M. De Vries. Donc, il y en a le coût de l'inaction. Donc, on a d'abord simulé les scénarios climatiques. Le scénario CP 8.5 avec deux variantes. Une variante avec une inflation au niveau international modéré et un autre scénario avec une inflation élevée. Et c'est ces simulations qui répondent bien à la question, je pense. Et pour le deuxième type de simulation, là, on a intégré les politiques d'adaptation relatives aux ressources en eau en Tunisie. Et bon, et on a donc présenté les différentes donc bénéfices de ces politiques sur l'économie tunisienne et les grandeurs macroéconomiques et financières du pays. Très bien. Alors, des questions plus macro. Donc, une première qui est liée aux importations. Donc, la politique d'importation des céréales est fortement dépendante de la collecte publique des volumes de production. Il est estimé une perte de 40% du volume total qui est destiné à l'autoconsommation et parfois au marché illégal, donc hors l'office des céréales. Avez-vous pris en compte cela? Car les projections peuvent s'avérer plus pessimistes. Et la deuxième question, qui est assez intéressante aussi, qui est de dire, au final, un des résultats principaux de votre étude, c'est de montrer qu'il y a un besoin d'accès à des fonds climatiques, hein, en tout cas à moyen et court terme. Est-ce que en mettant le focus sur cette partie-là, on ne risque pas d'oublier le fait d'avoir aussi des politiques d'adaptation au niveau agricole et donc d'oublier de se dire en fait en accédant au fonds climatique, en fait on oublie de parler d'adaptation. Et puis, une dernière question qui est un peu dans la même veine. Vous parlez justement d'un besoin d'augmenter la productivité de l'agriculture. Quel type de productivité avez-vous en tête? Est-ce que c'est du travail, de la terre, du capital? Voilà. Et puis on continuera, c'est pas fini. Anton, je veux intervenir ici sur une des questions. C'est possible de simuler d'autres types d'adaptation dans notre modèle si on peut quantifier les impacts de cette politique publique sur le rendement et si on peut estimer les coûts de l'investissement. Et donc, on connaît que le gouvernement a d'autres types de politiques d'adaptation, particulièrement en court terme. Ça prend en compte le part de production dans les marges de céréales. On connaît ça et on connaît qu'il y a une politique publique pour trouver une solution à ce problème. Mais c'est juste à court terme. Et donc, on voulait nos modèles jusqu'à 2050. Et donc, on a fait des simulations qui prennent en compte les politiques publiques en long terme. Et c'est ça. On connaît qu'il y a des politiques publiques sur le changement climatique, particulièrement sur l'agricole. Mais comme je l'ai dit, il nous faut estimer le coût de politique publique et il nous faut estimer les impacts de politique publique sur le rendement. C'est ce qui est difficile, un peu difficile. Et donc, si quelqu'un peut nous donner ces figures, on peut faire de nouveaux simulations, c'est possible.
C'est ça, merci. Je me suis permis de mettre l'adresse de Derim dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des suggestions d'investissement. Il se fera un plaisir de les rajouter dans le modèle. Je vous laisse la parole, Sosen. Juste une question, je pense que sur la consommation intermédiaire, comment elle a été prise dans le modèle. En fait, on a utilisé un coefficient technique qui est fixe et calculé à partir des tableaux entrées-sorties de l'INS. L'autre question, je pense que sur la productivité, c'est la productivité de travail. D'accord. Alors, je reviens sur d'autres questions. C'est assez intéressant, je vois qu'il y a les réponses aussi lieu dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que vous avez des informations concernant l'évolution des maladies agricoles à la suite du changement climatique en Tunisie? J'ai pas l'impression. Alors, une question sur est-ce que, donc pour l'instant, vous avez travaillé au niveau du canal de transmission production productive agricole. Est-ce qu'il y a d'autres canaux significatifs qui pourraient impacter l'économie tunisienne au travers du le changement climatique sur l'économie tunisienne? Donc là, c'est un canal, l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs éventuellement ou d'autres canaux au sein de l'agriculture qui pourraient avoir un impact? Et alors une dernière question rapide, pardon, c'est bien donc dans toutes les céréales hein, qui sont considérées, ou est-ce que vous avez considéré un sous-ensemble des céréales? Non, c'est un sous-ensemble des céréales. Donc en fait, c'est le blé dur, le blé tendre et l'orge. C'est 3 cultures. Une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres canaux de transmission? D'autres secteurs pour le moment, non. En fait, ici, on s'est focalisé sur le secteur agricole, mais il est possible d'intégrer d'autres secteurs dans GEMS. D'autres canaux dans le secteur agricole, à part la production, bon, peut-être que l'autre type de simulation envisagée dans le cadre de cette étude, ce sont les politiques qui affectent la consommation, la demande donc des produits agricoles. Ici, on a envisagé une politique de prix, notamment la levée de subventions, qui est une réforme déjà qui est planifiée pour la Tunisie parce que ça affecte négativement, elle affecte négativement les dépenses publiques suite à la flambée des prix internationaux des denrées alimentaires. Donc, on va essayer d'autres politiques d'adaptation, mais sur le côté de la demande et non pas de l'offre. Ben, donc vous avez justement répondu à une question qui était liée à ça, aux questions des subventions. Donc parfait, merci. Alors une réponse par rapport à la productivité du travail qui dit que c'est le participant nous indique que c'est problématique de travailler avec la productivité du travail parce qu'en fait elle défavorise la production paysanne. Qui par définition probablement est moins productive, alors que l'effort devrait plutôt être centré sur la productivité de la terre et de l'eau. Et non pas sur la productivité du travail. Donc peut-être que ça c'est un raffinement à avoir dans votre modèle plus tard. Et puis une question sur la part du PIB, la part de l'agriculture dans le PIB. Est-ce qu'au final un développement de l'économie tunisienne va pas amener à une réduction de la part de l'agricole dans le PIB, et donc au final est-ce que c'est pas une non-question? Je pense que c'est une question un peu provocatrice. On laisse l'agriculture alors et on investit dans d'autres secteurs. Non, mais donc on est d'accord qu'effectivement le problème c'est un piège parce que s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger, et même si c'est pas beaucoup dans le PIB, c'est très embêtant. Est-ce que oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Excusez-moi, une participante qui indique qu'il travaille avec le réseau Economics of Land Degradation, qui a des résultats assez similaires et qui pourraient être intéressants d'incorporer. Est-ce que quelle est la politique actuelle des prix administrés des céréales? Ah oui, est-ce que la politique actuelle des prix administrés des céréales ne va pas aggraver le déficit budgétaire? Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Et dans le plan, je pense que c'est déjà le gouvernement tunisien, il a rehaussé les prix à la production pour les céréales afin d'inciter les agriculteurs à produire donc plus de céréales parce que ça devrait être un peu rentable pour eux pour produire donc les céréales. Très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai l'impression d'avoir rien manqué comme question, j'espère. Je ne sais pas si Devrim ou Saucen, vous voulez rajouter quelque chose. Non. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup déjà pour cette présentation extrêmement riche et qui a visiblement suscité pas mal de débats. Je vois que là, ça continue à discuter. Et donc voilà, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et puis on se retrouvera pour un prochain research conversation à venir dans les semaines prochaines. Merci beaucoup, Devrim et Saucen, pour cette présentation. Merci Antoine. Au revoir. Au revoir à tous.